Le soleil se levait à peine sur les collines paisibles entourant Lyon, teintant le ciel de nuances douces d'orange et de rose. Claire Moreau, une jeune femme de 22 ans à l'allure déterminée, terminait son petit déjeuner dans la modeste maison qu'elle partageait avec son père Jacques. Le vieil homme, au regard doux et aux mains marquées par des années de travail acharné, était le jardinier en chef d'un immense domaine appartenant à une entreprise de renom. Chaque matin, depuis plus de 3 décennies, il quittait la maison à la même heure, outils en main et sourire discret aux lèvres. Claire admirait profondément son père. Depuis la mort prématurée de sa mère, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, elle avait grandi entre les rosiers et les oliviers, apprenant à distinguer les variétés d'arbres au toucher, à écouter le vent et à comprendre la patience que réclame la nature. Mais ce matin-là, rien ne laissait présager que l'équilibre de leur vie allait basculer. Peu avant 10 heures, alors qu'elle rangeait quelques affaires dans la cuisine, le téléphone sonna. Une voix haletante lui annonça que Jacques avait eu un accident en travaillant dans la serre principale du domaine. Sans réfléchir, Claire attrapa ses clés et fonça à l'adresse qu'elle connaissait si bien. À son arrivée, 2 employés l'attendaient à l'entrée. L'un d'eux lui expliqua, visiblement troublé, que Jacques s'était tombé d'un escabeau en voulant accrocher un système d'irrigation suspendu. Il avait violemment heurté le sol, sa jambe droite prise sous le poids du métal. Transporté d'urgence à l'hôpital, Jacques fut opéré pour une fracture complexe du fémur. Le médecin expliqua à Claire qu'il lui faudrait plusieurs mois de rééducation avant de pouvoir reprendre une activité physique. L'annonce la laissa sans voix. Elle jeta un regard inquiet vers son père, toujours endormi sous sédatif. Elle savait à quel point son travail était plus qu'un métier. C'était une raison de vivre. De retour chez elle, Claire se retrouva face à un dilemme qu'elle n'avait jamais envisagé. L'entretien du jardin n'était pas simplement une tâche esthétique. C'était un engagement quotidien, une orchestration minutieuse des cycles de la nature et des exigences de la direction. Abandonner ce travail signifierait risquer que d'autres prennent la relève, peut-être même sans le respect, ni le soin que Jacques y apportait depuis toujours. Elle repensa aux heures passées à ses côtés, aux conseils chuchotés entre 2 haies, aux sourires silencieux échangés sous les arbres. Le lendemain, Claire se présenta au domaine. Vêtue d'un pantalon de toile, de bottes solides et d'une veste empruntée à son père, elle passa la grille d'entrée sans savoir si elle serait autorisée à entrer. À sa grande surprise, le chef de la sécurité, un homme bourru du nom de Louis, la salua poliment et la laissa passer. Visiblement, la nouvelle de l'accident s'était répandue et beaucoup connaissaient Claire de vue. Elle n'était plus la fille du jardinier. Ce jour-là, elle devenait l'héritière silencieuse de son savoir-faire. Les premières heures furent éreintantes. Le terrain semblait immense vu du sol, et chaque section du jardin réclamait une attention spécifique. Claire passa la matinée à arroser les jeunes pousses, tailler les buissons et vérifier les systèmes d'arrosage automatique. À midi, épuisée, elle s'assit sur un banc de pierre, observant les parterres qu'elle venait de soigner. Malgré la fatigue, une forme de satisfaction l'envahit. Elle n'était pas à la hauteur de son père. Elle le savait. Mais elle pouvait au moins honorer ce qu'il avait construit. Elle reprit son poste l'après-midi, affrontant le soleil d'automne qui chauffait encore les pierres du domaine. Chaque tâche accomplie réveillait un souvenir d'enfance. La façon dont Jacques parlait aux plantes comme à de vieilles amies, les secrets qu'il murmurait au pied des érables, et cette conviction inébranlable que chaque jardin possédait une âme. Ce jour-là, Claire ne le remplaça pas vraiment. Elle prolongea du mieux qu'elle pouvait son geste. Le soir venu, elle rentra chez elle, les bras courbaturés, les mains pleines de terre. Jacques, bien qualité, la reçut avec un sourire ému. Elle lui raconta sa journée, et pour la première fois depuis son accident, ses yeux s'illuminèrent d'un éclat de fierté silencieuse. Claire comprit alors qu'elle n'avait pas seulement pris sa relève pour des raisons pratiques, mais parce qu'au fond d'elle, le jardin faisait aussi partie d'elle-même. Le destin capricieux et discret venait d'ouvrir une porte qu'elle n'avait jamais envisagée. Ce qu'elle croyait n'être qu'un simple acte de solidarité filiale allait l'entraîner bien plus loin qu'elle ne l'aurait imaginé. Et quelque part, derrière les murs élégants de ce domaine d'affaires, un regard s'apprêtait à se poser sur elle, changeant à jamais le cours de son existence. Le deuxième jour, Claire se leva avant l'aube, ses muscles endoloris lui rappelant les efforts fournis la veille. Elle se prépara en silence, ajustant ses vêtements de travail avec une minutie presque militaire. Le thermos de café fumant glissa dans son sac à dos,
aux côtés d'un vieux carnet de notes rempli d'esquisses botaniques qu'elle utilisait autrefois pour dessiner les plantes préférées de son père. Le trajet jusqu'au domaine était court, mais cette fois, elle le fit à pied. Elle avait besoin de ce moment de calme pour rassembler ses pensées, faire taire les doutes qui s'insinuaient discrètement dans son esprit. Était-elle vraiment capable de maintenir ce jardin en vie? Était-elle à la hauteur des attentes implicites laissées par l'absence soudaine de Jacques? À son arrivée, la brume matinale s'attardait encore entre les haies, enveloppant le domaine d'un voile léger. L'air portait une odeur d'humus humide, de rosée sur les feuilles et de terre fraîchement retournée. Claire se dirigea vers la remise, saluant Louis et quelques autres employés de loin, puis elle prit ses outils et se mit à l'ouvrage. Les allées centrales du jardin avaient besoin d'être désherbées, certaines plantes devaient être tournées vers la lumière et les bacs de compost semblaient négligés. Elle organisa mentalement ses tâches, enchaînant gestes précis et rapides, son corps s'habituant peu à peu à la cadence. Peu après 10 heures, alors qu'elle taillait un massif d'arbustes persistants le long de la façade principale du bâtiment, Claire sentit un léger frisson dans sa nuque. Ce n'était ni le vent ni un bruit inhabituel, mais plutôt une sensation étrange, comme si un regard la perçait à distance. Elle leva instinctivement la tête et vit, à l'un des étages supérieurs, une silhouette immobile derrière une grande baie vitrée. L'homme portait une chemise blanche impeccable, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Il l'observait, sans tenter de dissimuler sa curiosité. Claire détourna vite les yeux, les joues rosies sans raison apparente, et reprit son travail comme si de rien n'était. Mais son esprit, lui, s'était échappé vers cette présence inattendue. Elle ignorait qui il était. Sans doute un cadre supérieur, pensa-t-elle. Peut-être un membre de la direction. Le domaine appartenait à une grande entreprise spécialisée dans les technologies environnementales et elle avait souvent entendu son père mentionner des noms lors de discussions informelles. Mais jamais elle n'avait vu ce visage auparavant. L'homme, grand au port altier, semblait appartenir à un monde très éloigné du sien. Pourtant, il avait pris le temps de l'observer, de la regarder réellement, sans filtre. 30 minutes plus tard, alors qu'elle se penchait pour attraper un sécateur tombé au sol, des pas se firent entendre derrière elle, des pas fermes, réguliers, sans hésitation. Claire se redressa doucement et se retourna. L'homme de la fenêtre était là, en chair et en os, vêtu avec une élégance discrète. Sa chemise blanche contrastait avec la verdure environnante et ses yeux d'un gris profond la fixaient avec une intensité qu'elle n'avait jamais rencontrée auparavant. « Bonjour, vous êtes nouvelle ici ?» demanda-t-il d'une voix posée, légèrement grave, mais sans arrogance. Claire, prise de court, essuya rapidement ses mains terreuses sur son pantalon avant de répondre. « Bonjour. Non, enfin, pas exactement. Je remplace mon père, Jacques Moreau. Il a eu un accident. » L'homme hocha lentement la tête, comme s'il remettait une pièce dans un puzzle. « Jacques? Oui, je vois. Il travaille ici depuis longtemps, n'est-ce pas? Il est très respecté. » « Depuis presque 30 ans, répondit Claire, un brin sur la défensive comme si elle devait défendre la légitimité de sa présence. Un silence s'installa brièvement. L'homme regarda les arbustes fraîchement taillés, puis à nouveau Claire. « Vous avez un geste sûr. Vous aimez le jardinage ?» Elle haussa légèrement les épaules. « J'ai grandi ici, parmi les plantes. Ce n'est pas mon métier, mais je fais de mon mieux. »« Ça se voit, dit-il en esquissant un mince sourire. Je m'appelle Émile Duret. » Le nom la frappa immédiatement. C'était celui du PDG, le dirigeant suprême de l'entreprise. Elle l'avait déjà entendu dans la bouche de son père, toujours prononcé avec une pointe de distance respectueuse. Claire resta figée, ne sachant pas si elle devait s'excuser, s'incliner ou simplement faire comme si de rien n'était. « Claire Moreau, dit-elle finalement. Émile hocha la tête avec une courtoisie presque démodée. « Enchanté, Claire. Merci de prendre soin de cet endroit. Il fait partie de l'identité de cette maison, même si certains semblent l'oublier. » Il jeta un dernier coup d'œil aux arbustes, puis aux mains de Claire, rugueuses et tachées de vert, avant de tourner les talons. « Bon courage pour la suite, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » Il s'éloigna d'un pas tranquille, laissant Claire immobile, une main encore posée sur le manche de sa cisaille. Elle resta là quelques instants, incapable de reprendre son travail immédiatement. Elle sentait encore le poids de son regard sur elle, non pas oppressant,
mais déstabilisant, comme si quelque chose venait de se déplacer légèrement dans l'air autour d'elle. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Claire tenta de chasser cet échange de son esprit. Ce n'était qu'un salut de courtoisie, un geste poli d'un supérieur envers une employée temporaire. Et pourtant, elle revoyait chaque détail. Le ton de sa voix, la manière dont il avait observé son travail avant de lui adresser la parole, et surtout ce regard insistant qui semblait chercher à percer au-delà des apparences. Elle raconta la rencontre à Jacques, sans insister. Il fronça légèrement les sourcils en entendant le nom de Duret, mais ne dit rien de plus. Le sujet dériva rapidement vers les soins médicaux, les exercices de rééducation et les papiers administratifs à remplir. Pourtant, en se couchant ce soir-là, Claire se surprit à revoir le visage d'Émile Duret, ce visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant, mais qui semblait désormais s'être imprimé dans sa mémoire. Le troisième matin, Claire arriva au domaine encore plus tôt que d'habitude. L'air était vif, presque piquant, annonçant l'approche discrète de l'hiver. Elle portait un foulard noué autour du cou, et ses mains, déjà craquelées par le travail, s'étaient couvertes de petites coupures invisibles. Elle n'avait presque pas dormi. L'image d'Émile Duret revenait sans cesse, entêtante, comme une mélodie qu'on ne parvient pas à chasser. Elle ne comprenait pas exactement pourquoi ce bref échange la troublait à ce point. Il ne s'était rien passé de vraiment marquant. Aucun mot déplacé, aucun geste ambigu. Et pourtant, il y avait eu ce regard, cette manière de s'adresser à elle, comme si elle était plus qu'une silhouette de passage. Claire se dit que ce n'était sûrement qu'une illusion. Une projection due à la fatigue, au stress, à l'étrangeté de sa nouvelle routine. Elle tenta de se convaincre qu'elle devait se concentrer sur l'essentiel. Le jardin, le repos de son père, sa promesse silencieuse de maintenir tout en ordre jusqu'à son retour. Mais lorsqu'elle se mit au travail, elle ne put s'empêcher de jeter quelques coups d'œil furtifs vers les étages supérieurs. La grande baie vitrée semblait vide. Aucun mouvement derrière les rideaux translucides. Elle poussa un soupir imperceptible et reprit la taille des rosiers d'automne. Leurs pétales fanés tombaient comme des souvenirs oubliés, se mêlant à la terre sombre. Vers midi, alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière du bâtiment pour vérifier l'état des cultures aromatiques, elle entendit à nouveau ses pas, calmes, réguliers. Elle se redressa lentement, et il était là. Cette fois, Émile ne portait pas de chemise blanche, mais un manteau gris élégant jeté sur les épaules, comme un réflexe naturel. Il s'approcha sans hésiter, les mains dans les poches, et s'arrêta à une distance respectable. « Bonjour Claire, je vous dérange ?» Elle secoua la tête, un peu surprise, mais moins déstabilisée que la veille. « Pas du tout. Je terminais juste une vérification des systèmes d'irrigation ici. Il faut ajuster les cycles, les températures commencent à baisser. » Il hocha la tête avec un intérêt sincère. « Vous avez une bonne intuition. Peu de gens ici se rendent compte de l'importance de ces détails. Ce jardin, c'est un organisme vivant. Trop souvent, on le traite comme un simple décor. » Claire s'autorisa un léger sourire, le regardant un instant dans les yeux. C'est exactement ce que disait mon père. Il ne supportait pas qu'on considère les plantes comme des meubles. Un silence confortable s'installa. Émile balaya l'espace du regard, les lignes des allées, les formes des haies, les jeux de lumière entre les arbres. Puis il se tourna à nouveau vers elle. « J'ai rarement vu quelqu'un travailler ici avec autant d'attention. C'est agréable à voir. Et curieuse aussi. Je me rends compte que je ne vous avais jamais vu avant l'accident de Jacques. Pourtant, je suis ici tous les jours, ou presque. » Claire baissa légèrement les yeux, gênée par ce constat. « J'étais juste la fille du jardinier. Avant, je venais aider de temps en temps, les week-ends ou pendant les vacances, mais jamais de façon aussi visible. »« Ce n'est pas une question de visibilité, » répondit-il calmement. « C'est une question de présence, et la vôtre est difficile à ignorer. » La phrase, simple dans sa forme, résonna avec une intensité inattendue. Claire sentit une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la remarque de cette façon. Pas avec cette clarté, cette franchise. Elle tenta de détourner la conversation. « Vous vous intéressez au jardin, à l'aménagement paysager ?» Il haussa légèrement les épaules. « Un peu. Mon grand-père avait une passion pour les plantes médicinales. Il tenait un petit jardin derrière sa maison et il passait des heures à m'en expliquer les propriétés. J'aimais l'écouter, mais j'ai perdu cette habitude avec le temps. Le travail, les responsabilités, on oublie ce qui nous faisait du bien. » Elle hocha la tête compréhensive. «
Les plantes ont cette capacité à nous rappeler l'essentiel. Elles poussent, elles meurent, elles renaissent. Elles ne précipitent rien. Émile la fixa un instant, puis sourit légèrement. Voilà une philosophie que je n'entends pas souvent dans les couloirs de cette entreprise. Claire sentit que l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus un supérieur s'adressant à une employée temporaire. C'était un homme qui, pour un court instant, avait mis de côté son armure. Elle ne savait pas quoi faire de cette vulnérabilité. Elle n'en avait pas l'habitude. Alors elle resta simplement là, droite, attentive, présente. Émile consulta sa montre. « Je dois rejoindre une réunion, mais j'espère que nous pourrons continuer cette conversation. Ce jardin, s'il mérite d'être redécouvert, et vous semblez être la personne idéale pour me le faire redécouvrir. » Elle ne répondit rien, incapable de formuler une phrase cohérente. Il la salua d'un signe de tête et s'éloigna d'un pas tranquille, la laissant seule, encore une fois. Mais cette solitude n'avait plus le même goût. Elle portait en elle les traces d'un dialogue inattendu, d'un moment suspendu dans le rythme effréné d'une journée ordinaire. Le soir venu, Claire relut dans son carnet de croquis une vieille note laissée par son père. Le jardin révèle toujours ce que les gens cachent. Il n'y a pas de masque face à une plante. Elle se demanda ce que le jardin avait vu ce jour-là, et surtout, ce qu'il avait commencé à réveiller, aussi bien en elle qu'en cet homme à la stature lointaine. Le lendemain matin, Claire retourna au travail avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était ni une inquiétude claire ni une joie manifeste, mais un état de suspension, comme si quelque chose d'invisible attendait de se produire. Elle prit son petit déjeuner en silence, l'odeur du café semblant fade, les bruits habituels de la maison étouffés par ses pensées. Jacques, toujours contraint au repos, la regarda partir avec un œil inquiet, mais il ne dit rien. Il voyait bien que quelque chose l'occupait, quelque chose qu'elle-même ne savait pas encore nommer. Arrivée au domaine, Claire se jeta dans son travail avec une rigueur presque excessive. Elle passa la matinée à réorganiser le coin des plantes aromatiques, à nettoyer les jardinières, à tailler ce qui pouvait l'être avant l'arrivée du froid. Son corps était tendu, chaque geste trop contrôlé, comme pour occuper tout l'espace mental qui menaçait de dériver vers d'autres pensées. Elle avait espéré inconsciemment croiser à nouveau Émile. Elle l'avait cherché du regard près de la baie vitrée, puis dans les allées lorsqu'elle traversa les zones proches de l'administration. Mais il ne se montra pas. Les jours suivants, ce même silence persista. Émile semblait avoir disparu de la surface du domaine. Aucun pas sur les graviers, aucun regard depuis les hauteurs. Il était redevenu l'homme inaccessible dont on parlait à demi-mot dans les couloirs. Les employés, plus détendus en sa supposée absence, évoquaient parfois son nom, rarement avec chaleur. Il était, selon leurs mots, un dirigeant distant, exigeant, presque mécanique. Un homme qui avait construit un empire sans jamais vraiment s'ouvrir à ceux qui y travaillaient. Claire écoutait sans intervenir. Elle se contentait d'enregistrer, sans pouvoir accorder pleinement foi à ses jugements. Celui qu'elle avait rencontré n'était ni froid, ni absent, ni mécanique. Il avait été curieux, attentif, presque fragile dans sa manière d'évoquer le passé. Et pourtant, le silence de ses jours faisait naître en elle un doute. Peut-être n'avait-elle imaginé qu'une ouverture momentanée, une distraction pour lui, un instant hors du temps qu'il avait aussitôt refermé. La distance n'était pas seulement physique, elle commençait à s'immiscer dans les pensées de Claire. Elle tentait de se convaincre que cela n'avait pas d'importance, qu'elle était là pour le jardin, pour honorer le travail de son père, pas pour se perdre dans des illusions. Mais à chaque fois qu'elle passait près de la façade principale, elle ralentissait inconsciemment le pas. À chaque fois qu'un homme en costume entrait dans le bâtiment, elle levait brièvement les yeux, espérant voir ce visage familier. En vain. Ce vendredi-là, alors qu'elle terminait une longue matinée dans les serres, elle s'arrêta quelques instants à l'ombre d'un platane. Le jardin silencieux semblait la regarder lui aussi. Elle pensa à sa mère, à ce qu'elle lui dirait dans un moment pareil. Peut-être lui aurait-elle rappelé que les choses profondes prennent du temps, que les silences ne sont pas toujours des absences, que les graines, une fois plantées, ne montrent pas tout de suite leur croissance. Mais Claire n'avait pas besoin de mystification. Elle voulait des gestes concrets, des réponses tangibles. Elle détestait cette attente floue, cette sensation d'être dans une zone grise, ni rejetée, ni accueillie, simplement suspendue. Et pourtant, elle ne pouvait ignorer que quelque chose en elle s'était ouvert, quelque chose qu'elle ne parvenait plus à refermer. Le week-end arriva, apportant un repos forcé.
Claire en profita pour s'occuper de Jacques, lui lire des extraits du journal, l'aider à faire quelques exercices recommandés par le kinésithérapeute. Mais même dans ces moments de tendresse filiale, une partie d'elle restait ailleurs, tournée vers le jardin, vers ce coin du monde où elle avait vu son quotidien basculer. Le lundi suivant, en arrivant sur le domaine, elle apprit que le PDG était bien présent, mais enfermé dans une série de réunions. Son assistante, Mélanie Lefebvre, passait de pièce en pièce avec des dossiers pressés, des messages sur son téléphone, des consignes à transmettre. Claire croisa brièvement son regard en fin de journée. Mélanie la fixa sans sourire, avec une expression difficile à lire. Ce n'était pas de la colère, ni du mépris. Plutôt une forme d'alerte, comme si elle prenait note de quelque chose qui lui échappait encore. Ce soir-là, Claire resta plus tard que d'habitude pour terminer une zone de replantation près de la fontaine centrale. La lumière déclinait lentement, les ombres s'étiraient sur les pavés, et un vent léger faisait frémir les feuillages. Elle était seule, agenouillée dans la terre, les mains couvertes de poussière et d'engrais naturels. Le monde semblait s'être rétréci à ce petit carré de plantes. Un monde simple, ordonné, où elle contrôlait chaque geste. Elle préférait ce silence au bruit confus de ses pensées. Mais en rentrant chez elle, le vide reprit sa place. Elle comprit, sans l'avouer à voix haute, qu'elle attendait quelque chose. Une parole, un geste, un signe. Pas un aveu romantique, ni une invitation explicite. Juste une reconnaissance, une confirmation que ce qu'ils avaient échangé n'avait pas été un mirage. Le lendemain, elle reprit sa routine. Elle se concentra, se força à penser uniquement aux plantes, au système de compostage, au rythme de la terre. Mais cette tension persistait. Elle devenait une attente muette, un écho d'un lien naissant que l'absence de l'autre rendait presque douloureux. Elle ne le disait à personne. Elle n'en parlait même pas à elle-même. Elle le vivait en silence, comme on vit certaines douleurs qu'on ne peut ni nommer ni fuir. Ce fut au détour d'un couloir étroit longeant l'aile ouest du bâtiment administratif que Claire entendit par hasard un nom qui allait changer sa perception des choses. Elle était venue chercher des documents que Louis lui avait demandés à l'accueil du personnel technique, et en passant près de la salle de repos, elle perçut deux voix, celle de deux anciens employés du domaine, en train de discuter autour d'un café. Le nom d'Émile Duret, prononcé avec une certaine retenue, l'obligea à ralentir instinctivement le pas. Ce n'était pas de la curiosité mal placée, mais une tension ancienne en elle, un besoin de comprendre ce qui, depuis plusieurs jours, la dérangeait sans qu'elle sache pourquoi. « Il était encore gamin quand c'est arrivé, tu te souviens ?» murmura l'un des deux, un homme aux cheveux gris qu'elle avait déjà vu entretenir les éclairages du jardin. « Oui, j'étais là, moi. 17 ou 18 ans, pas plus. Ses parents revenaient d'un gala à Genève. Voiture contre un poids lourd, partant de pluie. Aucun des deux n'a survécu. C'est son oncle qui est venu le chercher ici, le lendemain matin. Il est devenu un autre après ça. Je ne savais pas que c'était aussi brutal, répondit l'autre, plus jeune. Ça explique bien des choses. Claire n'entendit pas la suite. Le bruit d'un chariot passa dans le couloir, les voix s'estompèrent. Elle resta là un instant, figée, un classeur dans les bras, le regard perdu dans le vide. C'était comme si une pièce manquante venait de s'insérer dans le puzzle. Le regard d'Émile, sa réserve, cette manière de rester à distance du monde autour de lui, prenait désormais une autre couleur. Il n'était pas simplement froid ou distant par nature. Il portait en lui une blessure ancienne, profonde, une faille qui ne se voyait pas à l'œil nu. Tout au long de la journée, cette révélation hanta ses gestes. Elle tenta de se concentrer, de penser aux tâches à accomplir, aux coupes à faire avant le changement de saison, à l'aménagement de l'espace autour de la fontaine centrale. Mais son esprit revenait inlassablement à l'image d'un adolescent orphelin, arraché brutalement à sa famille, confronté trop tôt à la brutalité du monde. Elle se demanda s'il en avait parlé à quelqu'un depuis, s'il avait pu transformer cette douleur en autre chose, ou si elle s'était enquistée en silence, devenant une muraille entre lui et le reste de l'humanité. Claire repensa à sa propre histoire. Elle avait à peine 8 ans quand sa mère était morte d'une maladie foudroyante. Elle se souvenait des semaines d'hôpital, des silences dans la maison, de l'odeur des draps qui ne partaient plus. Jacques avait tenu bon, mais elle avait vu son regard changer, devenir plus grave, plus prudent. Ils s'étaient reconstruits à deux dans ce vide, cherchant refuge dans la terre, les plantes, les rythmes de la nature qui ne mentent pas. Ce lien silencieux qu'elle avait tissé avec son père
Elle comprenait maintenant qu'Émile peut-être ne l'avait jamais eue, ou du moins pas après la mort de ses parents. Cette pensée ne la rendit pas triste, mais lucide. Elle comprenait mieux à présent pourquoi leur échange avait été si intense malgré sa brièveté. Deux personnes marquées par l'absence qui s'étaient reconnues sans le dire. Il n'y avait rien de mystique là-dedans, rien de romancé, juste une reconnaissance, une lecture rapide de l'autre, rendue possible par une expérience partagée, même si jamais formulée. Le lendemain, Claire aborda Louis discrètement, en fin de journée, alors qu'ils rangeaient ensemble des outils. « Tu travailles ici depuis longtemps, n'est-ce pas ?»« 32 ans cette année, répondit-il sans détour. « Pourquoi cette question? Et tu connaissais les parents d'Émile ?» Le vieil homme la regarda un instant, puis essuya ses mains sur un chiffon. « Oui, des gens discrets, bienveillants. Le père était très impliqué dans les affaires de l'entreprise, mais il faisait toujours en sorte de rentrer tôt pour passer du temps avec sa famille. Quant à la mère, une femme d'une douceur rare. C'est elle qui avait fait installer le premier jardin du domaine. Elle voulait que son fils grandisse, entouré de beauté naturelle. « Et après leur mort ?» demanda Claire, la voix basse. Louis prit un moment avant de répondre. « Il a disparu pendant plusieurs mois. Internat privé à l'étranger, d'après ce qu'on disait. Puis il est revenu, plus adulte, plus froid. Il avait 18 ans, mais on aurait dit qu'il en avait 30. Depuis, il ne parle jamais de ce qui s'est passé. Il a pris la tête de l'entreprise à peine quelques années plus tard. Personne n'a vraiment osé lui poser de questions. » Claire remercia Louis d'un signe de tête et retourna à son travail. Le jardin, ce jour-là, lui parut différent. Chaque arbre, chaque banc, chaque pierre semblait imprégnée d'une mémoire silencieuse. Elle s'assit un moment près du massif de lavande, là où le parfum apaisant avait toujours eu un effet presque thérapeutique sur elle. Elle ne pensait pas à elle cette fois. Elle pensait à lui, à cet homme qu'elle avait croisé 2 ou 3 fois seulement, mais dont la solitude semblait crier à chaque recoin de ce domaine. Elle n'avait aucun projet, aucun plan. Elle ne cherchait pas à l'approcher ni à provoquer une rencontre. Mais désormais, elle ne pouvait plus le regarder comme avant. Il n'était plus seulement le PDG inaccessible. Il était un être humain cabossé, comme tant d'autres, dont les silences disaient beaucoup plus que les mots. Le soir venu, elle resta longtemps éveillée, écoutant les bruits de la maison, les respirations régulières de son père endormi dans la pièce voisine. Elle aurait aimé lui parler de ce qu'elle avait appris, mais quelque chose la retenait. Ce n'était pas encore le moment. Il fallait que ces fragments s'assemblent d'abord en elle, qu'elle comprenne ce que cela signifiait réellement. Elle n'avait aucune certitude, aucune attente, mais une vérité s'était imposée. La distance qu'elle ressentait n'était pas un rejet, c'était une protection. Et peut-être, si les circonstances le permettaient, elle pourrait un jour être la personne qui n'essaie pas de forcer les murs, mais qui attend simplement patiemment qu'une porte s'entr'ouvre d'elle-même. Depuis quelques jours, Claire avait remarqué chez Mélanie Lefebvre une attention subtile mais constante à son égard. Au début, elle ne lui avait accordé qu'un regard distrait. Cette assistante personnelle de Émile Duret circulait dans les couloirs de la société avec une aisance mesurée, des dossiers sous le bras, un casque d'écoute discret glissé dans l'oreille, comme un chef d'orchestre aux commandes invisibles. Mais très vite, Claire avait senti que ce calme apparent dissimulait quelque chose de différent. Une surveillance professionnelle masquée en inquiétude personnelle, une résistance impalpable mais tendue. Ce matin-là, Claire arriva au domaine un peu avant 8 heures. L'aube déposait des ombres longues sur les allées pavées et l'air portait une fraîcheur que l'automne venait renforcer. Elle se dirigea vers la remise des outils comme à son habitude, saluant de loin Louis, déjà devant la porte. Elle enfila ses gants, attrapa un râteau et un spray à base de solutions naturelles pour traiter des parasites précoces sur des jeunes feuilles. Elle vérifia ensuite le calendrier d'entretien, notant la ligne que son père avait écrite en vert, tondre si la rosée sèche avant 11 heures. Elle le suivit scrupuleusement, alors qu'elle s'agenouillait pour nettoyer l'arrière d'un massif de buis près de l'escalier d'accès au bâtiment principal. Elle sentit une présence et releva la tête. Mélanie se tenait là, à distance raisonnable, bras croisés, observant silencieusement, sans sourire. Elle restait immobile comme une statue contemporaine, le regard perçant, l'air attentif. Claire hésita un instant, puis retourna à sa tâche. Elle prit soin de ne rien laisser paraître de son malaise. Elle avait appris que, dans le monde où elle venait de pénétrer, ce qui se voyait rarement était souvent ce qui comptait le plus.
Peu après, lors de la pause déjeuner prise dans la salle réservée au personnel technique, Claire entra et vit Mélanie déjà présente, assise à une table isolée. Elle releva la tête et dit « Claire, nous avons un problème. » La voix était calme, mais ferme. Claire lui rendit son bonjour, un peu surprise. « Quel genre de problème ?» demanda Claire, tentant de garder un ton neutre. « Vous devriez recevoir une formation officielle. On ne peut pas, vous savez, laisser un employé sans ce genre de protocole. »« Je comprends, » dit Claire. « Je fais de mon mieux jusqu'à présent. Je ne doute pas, mais vous devez comprendre que je suis ici pour protéger l'image de la société et aussi les intérêts du directeur. » Le calme de Mélanie lui glaça un peu le dos. Claire ne répondit rien. Elle retourna à son assiette, la mâchoire serrée. Elle imaginait son père qui, plus tard, lui avait toujours dit « La terre ne ment pas ». Les gens parfois oublient de dire ce qu'ils ressentent. Elle songea que, précisément, elle était en train de ressentir quelque chose qu'on omettait de lui dire. Dans l'après-midi, alors qu'elle travaillait à l'aménagement d'un nouvel espace de plantation le long du mur vitré du hall d'entrée, Mélanie revint vers elle avec un dossier. Elle se planta à côté des jardinières, le dossier en main, l'observant un moment. « Voici votre document d'accès. Formulaire de sécurité à remplir. Vous ne deviez pas entrer dans cette zone sans... » Elle désigna la baie vitrée. « Autorisation. »« Je fais simplement mon travail, » répondit Claire, l'air tranquille. « C'est bien, mais vous devez respecter les règles de l'entreprise. Je dois transmettre à l'équipe RH que vous êtes ici. » Claire la contempla un instant, ressentant une montée d'agacement et d'incompréhension. Elle avait accepté de remplacer son père. Elle avait accepté sans broncher de subir les regards, la fatigue, l'inconnu. Mais elle ne s'était pas engagée à porter sur elle le poids d'une vigilance préméditée. Pour la première fois depuis son arrivée, elle sut que ce n'était pas seulement elle qui observait, mais qu'on l'observait. Elle glissa les mains dans ses poches et releva doucement la tête. « Très bien, je remplirai ce formulaire. » Elle se détourna, laissant Mélanie là, dossier en main, bouche entr'ouverte, comme si elle avait voulu dire davantage, mais s'était retenue. Les jours suivants, les interventions de Mélanie devinrent plus fréquentes, plus ciblées. Elle lui donna des consignes supplémentaires, exigea des comptes rendus, la convoqua à des réunions informelles pour lui expliquer les normes. Elle surveillait ses déplacements, vérifiait ses accès, s'immisçait dans les plannings, toujours avec une attitude professionnelle, jamais agressive, mais incisive. Claire eut le sentiment d'être poussée et retenue en même temps. À midi, Mélanie l'appela dans le bureau de direction. Le parquet ancien grinçait sous les pas. Claire entra timidement. Elle s'assit dans une chaise au dossier haut, équipée de roulettes silencieuses. Sur la table, un ordinateur portable ouvert et un gobelet de café presque fini. Mélanie, debout, réfléchissait, le regard fixé sur un graphique de rendement de l'entreprise et sur la photographie d'un jardin qu'elle avait sur son mur. Le contraste était saisissant entre les accords de verdure et la rigueur froide du bureau. « Vous voyez ceci ?» dit-elle en posant un doigt sur l'écran. « Oui », répondit Claire. « Le rapport décrit le projet de développement des espaces verts pour le trimestre. »« Exactement. Ce domaine est une vitrine. Vous n'êtes pas que l'assistante du jardinier. Vous apparaissez désormais dans un lieu visible. Chaque chose que vous faites peut être commentée. Vous devez vous comporter en conséquence. » La phrase tomba comme une pierre. Claire sourit légèrement, mais l'écho dans sa poitrine était plus lourd que ce qu'elle montra. Elle s'était mise en mouvement pour son père, pour honorer une promesse silencieuse, sans jamais avoir envisagé d'être jugée sous une nouvelle lumière. Elle réalisa que le jardin ne faisait plus seulement partie de la maison, mais de l'image publique d'une entreprise, et que sa présence, innocente au départ, devenait un signal. Elle inspira lentement. « Je comprends, » répondit-elle après un moment. « Bien. Et je compte sur vous pour faire preuve de discrétion et de professionnalisme. »« D'accord. » Mélanie acquiesça. « Très bien. Vous pouvez disposer. » Claire quitta la pièce en sentant ses épaules légèrement plus basses qu'à l'entrée. Elle reprit son travail à l'extérieur, mais l'air lui semblait plus dense. Les buis, les taupières, les allées, tout paraissait plus exposé. Le jardin qu'elle avait aimé pour sa simplicité se transformait peu à peu en scène, et elle, qui croyait agir dans l'ombre, se rendit compte qu'elle se trouvait sous des projecteurs invisibles. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouvait Jacques assis dans le salon, un livre ouvert sur les genoux, mais l'esprit ailleurs. Elle s'assit près de lui. Ils parlèrent peu. Le silence entre eux n'était plus confortable,
Il fallait parfois nommer ce que l'on ressentait. « Le domaine change, dit-elle enfin. » Jacques leva la tête, la regarda avec douceur. « Oui, ma fille, et je n'ai pas l'impression de pouvoir simplement jardiner comme avant. » Jacques posa une main sur la sienne. « Ce que tu fais, c'est bien plus que jardiner. Mais tu dois décider ce que tu veux, pas ce que les autres attendent de toi. » Claire prit une longue inspiration. Elle avait entendu la leçon. Elle ne quitterait pas ce travail. Elle ne laisserait pas tomber. Mais elle comprit qu'elle devait poser ses propres limites et reconnaître que, dans ce nouveau décor, même l'amour du jardin pouvait devenir un outil de contrôle ou de projection. Elle se dit qu'elle devait choisir ce qu'elle cultivait, dans la terre comme dans sa vie. La nuit tomba sans que la maison ne lui offre de répit. Elle pensa à Mélanie, à Émile, à son père. Elle pensa à son rôle, à ses choix, à ce qui l'avait mené jusque-là. Et elle sut qu'un tournant était imminent. Elle n'en mesurait pas encore toutes les conséquences, mais elle sentait que tout commençait à se jouer. Ce mardi matin, l'air avait un goût plus froid que les jours précédents et une légère brume couvrait les pelouses du domaine comme une respiration suspendue. Claire marchait d'un pas lent, moins énergique que d'habitude. Les événements des derniers jours avaient modifié sa manière d'aborder chaque coin du jardin. Là où elle trouvait auparavant refuge dans la terre et les feuillages, elle ressentait à présent le poids d'un regard qui n'était pas toujours bienveillant. Mélanie ne l'avait pas réprimandée une fois de plus, mais ses silences avaient pris une forme plus oppressante que ses paroles. Claire sentait que quelque chose se tramait, mais elle ignorait encore quoi exactement. Ce matin-là, pourtant, un événement imprévu vint détourner son esprit de ses pensées pesantes. Alors qu'elle s'apprêtait à travailler sur les massifs de bruyère à l'arrière de la propriété, Louis lui remit une enveloppe brune sans adresse précise, juste son prénom, écrit d'une main masculine et affirmé. À l'intérieur, une simple feuille pliée en deux. « Rejoignez-moi sur le toit du bâtiment principal à 14 h. Il y a un projet que j'aimerais partager avec vous. Émile. » Le message était court, direct, sans fioriture. Claire lut et relut la note. Elle resta figée un moment, le cœur pris dans un rythme différent, irrégulier. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis plusieurs jours, n'avait pas croisé son regard, et voilà qu'il lui adressait une invitation aussi personnelle que déroutante. Elle passa la matinée à essayer de ne pas trop penser à ce rendez-vous, mais en vain. L'heure tournait comme un compte à rebours intérieur. À 13h45, elle se rendit au bâtiment principal, emprunta l'ascenseur avec une nervosité dissimulée et trouva sans difficulté l'accès au toit, où l'attendait une porte métallique. Elle l'ouvrit doucement. Ce qu'elle découvrit la surprit. Une grande terrasse nue recouverte de gravier fin, avec quelques bacs de culture posés ici et là, visiblement récents. Au centre, un plan étalé sur une table pliante. Émile s'y tenait, les manches relevées, les doigts tachés de terre. « Vous êtes venu. »« Merci, dit-il simplement, sans quitter des yeux le plan. Claire s'approcha, le regard curieux. « Je n'avais jamais vu cet endroit. Peu de gens savent qu'il existe, » répondit Émile. « J'ai toujours voulu en faire un jardin vertical. Pas un simple décor, mais un véritable écosystème. Quelque chose de vivant qui respire. Jusqu'ici, je n'avais jamais trouvé la personne avec qui le construire. » Il marqua une pause, puis la regarda. « Je crois que cette personne, c'est vous. » Claire resta muette quelques secondes. Elle ne s'attendait pas à une déclaration si franche, ni à être impliquée dans un projet aussi personnel. Elle observa les plans. Une structure modulaire, des espaces pour plantes aromatiques, médicinales, des grimpantes, des variétés résistantes au vent et au soleil. Ce n'était pas un projet de communication ou de marketing. C'était une vision, un lieu pensé pour durer, pour évoluer, pour s'intégrer au rythme naturel du vivant. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que vous écoutez les plantes comme peu de gens savent le faire, et parce que vous voyez ce que les autres ne prennent même pas le temps d'observer. » Claire sentit un trouble monter en elle. Ce n'était pas seulement une proposition professionnelle. Il y avait, dans la manière dont Émile lui parlait, une forme de reconnaissance intime, rare. Elle s'approcha du plan, pointa du doigt une section trop exposée au vent. « Vous allez avoir des problèmes ici. Trop de courant d'air. Il faudra renforcer la structure ou choisir une espèce qui s'y adapte naturellement. C'est pour cela que j'ai besoin de vous. Pas pour exécuter, mais pour concevoir, avec moi. » Ils parlèrent pendant plus d'1 heure, de chaque détail, de chaque contrainte. Claire proposait, Émile écoutait, réagissait, ajustait. Leurs échanges étaient fluides, sans interruptions inutiles, sans égocentrisme.
Elle découvrait un homme qui n'imposait pas mais construisait avec. Il n'y avait ni tension ni hiérarchie à cet instant, seulement deux personnes réunies par une idée commune. À un moment, alors qu'elle décrivait un agencement de plantes qui favoriserait la pollinisation croisée, Émile l'interrompit. « Vous parlez de ces choses comme si elles étaient vivantes. » Claire sourit. « Parce qu'elles le sont. » Il hocha lentement la tête. « C'est peut-être ce que j'ai oublié. » Le silence s'installa. Pas un silence vide, mais un moment suspendu, où le vent frais caressait leur visage, où la lumière adoucissait les contours de la ville en contrebas. Claire s'autorisa à le regarder autrement. Non plus comme un dirigeant inaccessible, mais comme un homme que la vie avait contraint à se fermer pour ne pas tomber. Elle vit dans ses yeux quelque chose de rare, une faille à peine masquée, une ouverture fragile qu'il n'offrait pas à tout le monde. Quand elle redescendit du toit, les mains encore pleines de terre, Claire se sentit différente. Elle ne savait pas exactement ce qui s'était joué là-haut, mais elle savait que ce n'était pas anodin. Ce n'était pas seulement un projet de jardin, c'était une possibilité. La possibilité de tisser peu à peu une relation fondée non pas sur les apparences, mais sur une confiance construite lentement, dans le réel, dans la matière, dans l'engagement partagé. Ce soir-là, elle ne parla pas de cette rencontre à Jacques, non par secret, mais parce que certaines choses doivent d'abord s'ancrer en silence avant d'être dites. Elle passa du temps à relire ses anciens croquis, à annoter les plans, à rêver d'un espace suspendu où les plantes grandiraient à leur rythme, portées par un soin quotidien et une attention sincère. Et sans s'en rendre compte, elle commença à attendre le lendemain. Non plus par incertitude ou inquiétude, mais avec une forme d'élan nouveau. Un début discret mais réel. Une graine plantée là-haut, sur un toit, entre deux mondes que rien ne semblait réunir, mais qui venaient de s'effleurer pour la première fois. Les jours suivants furent marqués par une nouvelle dynamique. Claire se rendait au travail avec une concentration différente. Elle se levait plus tôt, arrivait avant tout le monde, passait par les serres pour s'assurer que les graines destinées au jardin du toit germaient correctement et montait régulièrement sur la terrasse pour suivre l'avancement des bacs qu'Émile avait fait installer par une petite équipe de techniciens. Il n'y avait plus de hasard dans leur rencontre. Ils se retrouvaient à presque chaque jour en début d'après-midi, quelques minutes seulement parfois, mais ces échanges prenaient une valeur particulière. Ils parlaient peu d'eux-mêmes, toujours autour des plantes, de la structure, des méthodes, mais tout dans leur manière d'être l'un avec l'autre révélait un rapprochement progressif, calme, sans geste déplacé, mais chargé de sens. Pourtant, Claire sentit rapidement que cette proximité n'échappait pas au regard. Mélanie, qui jusque-là se contentait de restrictions indirectes et de rappels protocolaires, devint plus incisive. Elle apparaissait à l'improviste aux abords de la terrasse, consultait des documents techniques qu'elle n'avait jamais touchés auparavant, questionnait les autres employés sur la présence de Claire dans des zones jugées sensibles. Un jour, alors que Claire redescendait par l'escalier de service après avoir déposé des pots sur la terrasse, elle la croisa sur le palier. Mélanie la toisa sans un mot, comme si elle venait de confirmer quelque chose qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Le vendredi matin, Claire fut convoquée par la direction des ressources humaines. Elle reçut un mail officiel l'informant qu'elle était temporairement suspendue de ses fonctions dans l'attente d'une analyse administrative. La raison invoquée, non-respect des consignes de sécurité et présence non autorisée dans des espaces à accès restreint. Le message était clair, froid, sans équivoque. Elle resta figée devant l'écran pendant plusieurs secondes, incapable de comprendre comment tout avait pu basculer aussi rapidement. Elle se rendit immédiatement à la réception pour demander des explications. On lui répondit qu'elle devait attendre la fin de l'analyse interne. Personne ne souhaitait en dire plus. Elle tenta de contacter Émile, mais il était, selon son bureau, en déplacement pour des rendez-vous extérieurs. L'angoisse monta d'un cran. Elle se retrouva à errer dans les jardins qu'elle entretenait chaque jour, comme une visiteuse soudainement étrangère à ce lieu familier. Elle aperçut Louis, qui, voyant son visage, comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle lui raconta brièvement la situation. Il fronça les sourcils, l'air tendu. « Ce n'est pas une erreur administrative. Quelqu'un a voulu te faire tomber. » Claire n'eut pas besoin de poser de questions. Elle savait déjà qui. Le nom de Mélanie se forma silencieusement dans son esprit, avec un goût amer. Elle comprit qu'elle avait déclenché un mécanisme plus grand qu'elle, un jeu d'influence où ses gestes, pourtant sincères, avaient été interprétés comme des mouvements déplacés dans une hiérarchie invisible.
Elle n'était plus seulement la fille du jardinier. Elle était devenue une variable imprévue, une perturbation dans un équilibre que d'autres croyaient contrôlé. De retour chez elle, elle annonça la nouvelle à Jacques. Il écouta en silence, la bouche fermée, les yeux clairs plongés dans les siens. « Ce n'est pas ton monde, Claire. Ce n'est pas là que tu dois t'enraciner. »« Je croyais que je pouvais, » répondit-elle, la voix basse. « Tu le peux, mais pas si cela te détruit. Pas si chaque chose que tu fais est surveillée, déformée, attaquée. Le jardin est un lieu de paix, pas une scène de théâtre. Tu ne peux pas te battre contre des murs invisibles. » Elle se leva, fit quelques pas dans le salon, puis s'arrêta devant la fenêtre. Dehors, les feuilles mortes tournaient lentement dans l'air, poussées par le vent. Elle se sentait vide, trahie, injustement traitée. Elle n'avait enfreint aucune règle avec l'intention de nuire. Elle avait travaillé, donné de son énergie, de son temps, de sa passion. Et au lieu d'être reconnue, elle avait été écartée. Pendant tout le week-end, elle évita de regarder son téléphone. Elle ne reçut aucun message. Pas de mots d'Émile, pas d'explication, pas de soutien, pas même un signe. Elle avait cru percevoir en lui une complicité sincère, mais l'absence de réaction confirmait ses pires craintes. Peut-être avait-il choisi de ne pas s'impliquer. Peut-être était-il resté dans le rôle confortable de celui qui regarde de loin, mais ne prend pas parti. Le lundi suivant, elle reçut une lettre officielle par courrier. Sa suspension était prolongée le temps d'un audit plus approfondi. Elle n'était pas licenciée, mais il lui était expressément demandé de ne pas revenir sur les lieux jusqu'à nouvel ordre. À la lecture des mots, quelque chose se brisa en elle. Une colère froide remonta de sa poitrine jusqu'à sa gorge. Ce n'était pas seulement une décision administrative, c'était une injustice, une trahison. Elle avait cru, naïvement, que son travail parlerait pour elle. Elle avait cru que l'honnêteté suffisait. Elle passa la journée à marcher dans les bois derrière la maison. Elle évitait le regard de son père. Elle ne voulait pas qu'il voie les larmes silencieuses qui coulaient parfois sans qu'elle s'en rende compte. Elle pensait à tout ce qu'elle avait planté là-bas, à ces rangées d'herbes aromatiques, à ces pousses délicates qu'elle avait vues naître. Elle pensait au jardin du toit, à cette idée qui les avait brièvement réunis, et elle se demandait si tout cela n'avait été qu'un jeu cruel dont elle ne maîtrisait aucune des règles. En fin d'après-midi, elle prit une décision. Elle ne retournerait pas supplier. Elle ne demanderait rien. Si quelqu'un voulait la revoir là-bas, il ou elle devrait le lui dire clairement, sans ambiguïté. Elle avait appris à respecter le silence des plantes, mais elle ne respecterait plus celui des hommes quand il servait à effacer les responsabilités. Elle rentra, se lava les mains longuement, comme pour se débarrasser de la poussière d'un monde qui ne voulait pas d'elle. Elle dîna sans appétit, mais sans se plaindre. Elle se coucha tôt sans ouvrir son téléphone, et dans l'obscurité de sa chambre, alors que la nuit s'épaississait autour d'elle, elle sentit que quelque chose, en elle, s'était transformé. Ce n'était pas la fin, mais c'était la fin de l'innocence. Le mercredi matin, alors que Claire s'habillait sans empressement, elle entendit un léger bruit près de la porte d'entrée. Elle s'imagina d'abord qu'il s'agissait du facteur, comme chaque jour à la même heure, mais quelque chose dans le son, une main plutôt qu'un objet, l'intrigua. Elle ouvrit la porte aussitôt, mais il n'y avait personne. Sur le sol, une enveloppe crème, épaisse, sans timbre ni adresse. Elle la ramassa et son cœur se serra en reconnaissant l'écriture. C'était celle d'Émile. Elle resta là, debout, un long moment, l'enveloppe dans les mains, comme si l'ouvrir risquait de confirmer ou d'annuler tout ce qu'elle avait ressenti. Elle rentra dans la maison, s'assit à la table de la cuisine, poussa machinalement sa tasse de café et déchira lentement le haut de l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre rédigée à la main. Pas un mot imprimé, pas une simple note administrative. Une lettre personnelle, longue, écrite d'une écriture droite, rigoureuse mais non dépourvue de délicatesse. Claire, je ne sais pas exactement par où commencer. J'ai réécrit cette lettre plusieurs fois, et à chaque fois, les mots me semblaient à la fois insuffisants et trop exposés. Ce que je vais dire n'effacera rien. Je sais que ce qui s'est passé est injuste, brutal, et je n'ai pas eu le courage jusqu'à maintenant de l'affronter correctement. Lorsque j'ai appris que vous aviez été suspendu, j'étais à Genève pour une série de réunions. Je suis rentré immédiatement, mais les choses étaient déjà lancées. Mélanie avait convoqué la direction, utilisé les procédures internes pour déclencher une alerte disciplinaire. Et je n'ai pas réagi comme j'aurais dû. Je me suis tu. Ce silence, je le porte comme une faute.
Je ne l'ai pas fait par désintérêt. Je ne l'ai pas fait par peur du scandale ou pour protéger mon image. Je l'ai fait parce que je suis lâche face à certaines émotions. Parce que dès que quelque chose me touche vraiment, je me retire. C'est un réflexe ancien. Un mécanisme de survie que je traîne depuis l'adolescence. Je n'ai jamais parlé de mes parents à personne ici. Pas parce que je voulais entretenir un mystère, mais parce que je ne voulais pas revivre cette nuit, ces cris, cet appel que je n'ai jamais passé. Quand ils sont morts, je me suis figé. J'ai grandi sans laisser entrer personne. Jusqu'à ce que je vous voie, là, accroupi près d'un massif, concentré sur une plante comme si elle était le centre de votre monde. Et quelque chose en moi s'est déplacé. Je vous ai observé, pas pour vous surveiller, pour essayer de comprendre ce que je voyais, une forme d'attention que j'avais oubliée, une simplicité qui m'était devenue étrangère. Vous ne cherchiez pas à impressionner, à séduire, à gagner quelque chose. Vous étiez juste là, entière, honnête. Et cela m'a frappé avec une force que je n'ai pas su gérer. Je regrette ce qui vous est arrivé. Je le regrette profondément. Je n'ai pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti en lisant les rapports, en voyant les conséquences de mon inertie. Mais je ne vous écris pas pour m'excuser, même si je le dois. Je vous écris pour vous dire que vous m'avez obligé à me regarder en face, à remettre en question des années d'évitement. Vous avez changé quelque chose en moi, Claire. Pas par des mots, mais par votre présence, votre manière d'être. Je ne sais pas ce que vous attendez, ni même si vous attendez encore quelque chose. Mais je ne pouvais pas laisser ce silence entre nous continuer à vous blesser. Si vous ne voulez plus jamais entendre parler de moi, je comprendrai. Si vous avez besoin de distance, je la respecterai. Mais si, un jour, vous voulez parler, construire, même lentement, je serai là, Émile. Claire relut la lettre plusieurs fois sans pouvoir empêcher ses mains de trembler. Il n'y avait pas de grand effet dramatique dans ces mots, pas de promesses irréalistes, pas d'aveux romantiques fabriqués, juste une vérité écrite avec sincérité. Elle sentit la tension dans son corps se relâcher par vagues. Elle se leva, marcha dans la pièce, revint à la table, relut encore. Ce n'était pas une lettre d'amour au sens habituel. C'était une tentative de rétablir un lien, de réparer sans effacer. Elle savait reconnaître l'effort, et elle savait aussi que cela lui coûtait énormément. Elle passa l'après-midi à marcher dans les rues proches, la lettre pliée dans sa poche. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire. Elle ne voulait pas réagir à chaud, mais elle sentait une clarté nouvelle s'installer en elle. Ce n'était plus le chaos des jours précédents, la colère, la frustration. C'était autre chose, une lucidité tranquille. Émile ne lui demandait rien, il ne s'imposait pas. Il offrait une ouverture, et la décision lui appartenait. Le soir, elle montra la lettre à Jacques. Il la lut lentement, sans commenter tout de suite. Puis il la posa sur la table. « Ce n'est pas un homme qui fuit, dit-il enfin. C'est un homme qui revient de loin. » Claire ne répondit pas. Elle acquiesça en silence. Et ce silence, pour la première fois depuis des jours, n'était plus une charge, mais un espace ouvert où tout devenait à nouveau possible. Claire passa la nuit à ruminer la lettre d'Émile. Les phrases, claires mais chargées de silence, la suivaient partout dans ses pensées. Il n'y avait pas de séduction dans ses mots, aucune tentative de manipulation, seulement une volonté honnête de se montrer tel qu'il était. Mais l'impact de ses choix, de son silence au moment où elle avait été attaquée, ne pouvait pas être balayé par quelques lignes manuscrites, aussi sincères soient-elles. Elle comprenait la peur, le blocage, mais elle refusait de les accepter comme justification. Il avait été là, puis il avait disparu, au moment où elle avait eu besoin de lui. Et maintenant, il revenait, portant son histoire comme une armure fendue. Le matin suivant, elle se leva tôt mais sans hâte. Elle ne prit pas la peine de prévenir qui que ce soit. Elle enfila des vêtements simples, noua ses cheveux et glissa la lettre dans son sac. Le trajet jusqu'au domaine fut silencieux. Les rues encore vides donnaient à la ville un aspect suspendu, presque irréel. Lorsqu'elle atteignit les grilles, elle se contenta de les franchir avec une détermination calme. Personne ne tenta de l'arrêter. Peut-être parce que, malgré la suspension toujours en vigueur, sa présence ne ressemblait pas à celle d'une intruse. Elle marchait comme quelqu'un qui avait quelque chose à dire et qui n'avait pas l'intention de repartir sans l'avoir dit. Elle monta directement à l'étage de la direction. Là encore, personne ne s'opposa à elle. Elle croisa des employés qui la saluèrent brièvement, un peu surpris mais sans hostilité. Quand elle arriva devant le bureau d'Émile, elle trouva la porte entr'ouverte. Elle frappa 2 fois, puis entra. Il était là, debout près de la fenêtre, un dossier à la main.
Lorsqu'il la vit, il se figea. Claire referma doucement la porte derrière elle. « J'ai lu ta lettre », dit-elle simplement. Il déposa le dossier sur le bureau, s'approcha sans un mot mais s'arrêta à quelques pas. « Je ne suis pas venu pour t'accuser ni pour régler des comptes. Je suis venu parce que je pense que les choses doivent être dites en face. Et aussi parce que je n'accepte plus que les décisions des autres déterminent ce que je ressens. » Émile ne répondit pas. Il attendait, attentif, les bras légèrement tendus, comme prêt à recevoir une claque ou une confession. « Tu m'as vu. Tu m'as vraiment vu. À un moment où je pensais que j'étais invisible. Et j'ai cru peut-être naïvement que ce regard allait durer. Mais au premier conflit, tu as disparu. Tu t'es laissé reculer dans ton silence. Et moi, je suis resté seul, face à une accusation que je n'avais pas méritée. » Il prit une inspiration puis parla enfin. « Je sais, et je ne me le pardonne pas. Je n'ai pas fui parce que je doutais de toi. J'ai fui parce que j'ai douté de moi. Parce que je n'ai jamais appris à protéger ce qui me touche. J'ai toujours cru que l'attachement rendait faible. » Claire secoua la tête. « Non, l'attachement rend humain. Ce qui rend faible, c'est la peur. Et je pense que tu vis dans cette peur depuis si longtemps que tu ne sais même plus la nommer. » Il baissa les yeux. Elle s'approcha mais garda une distance volontaire. « Tu veux construire un jardin sur un toit, un espace vivant et ouvert, mais tu refuses de faire la même chose avec les gens. Tu parles de respiration, d'équilibre, mais tu t'entoures de murs. Moi, je ne peux pas vivre dans un espace qui m'étouffe, pas même pour quelqu'un que j'admire, pas même pour quelqu'un qui me touche. » Il releva les yeux vers elle, et ce regard, cette fois, n'était plus fermé. Il était nu, vulnérable. « Tu as raison. J'ai vécu derrière des murs. Je les ai construits très tôt. Et maintenant que tu me le dis, je comprends que je n'ai pas envie de mourir entre eux. » Claire s'autorisa un soupir. Elle sortit la lettre de son sac et la posa sur le bureau. « Je ne suis pas ici pour relancer ce qu'on a commencé. Je suis ici pour le nommer, pour que, quoi qu'il arrive ensuite, il y ait eu un moment de vérité entre nous. Pas une lettre, pas un silence, mais un face-à-face. » Il hocha lentement la tête. « Et maintenant ?» demanda-t-il. « Maintenant, tu choisis. Pas pour moi, pour toi. Tu veux vivre comme tu l'as toujours fait. Alors je sortirai et je ne reviendrai pas. Mais si tu veux commencer à vivre autrement, même maladroitement, alors il faudra que tu le prouves, pas par des mots, par des actes. » Il s'approcha lentement, posa sa main sur le dossier qu'elle avait laissé. « Je veux essayer. Je ne sais pas comment. Mais je sais que je ne veux plus me cacher. » Claire le regarda quelques secondes, puis tourna les talons. « Je ne suis pas une échappatoire, Émile, ni une solution magique. Je suis quelqu'un qui veut être respecté. Si tu peux faire ça, alors peut-être on pourra construire quelque chose. » Elle ouvrit la porte, sortit et la referma doucement derrière elle. Dans le couloir, le bruit de ses pas résonna avec plus d'assurance qu'elle ne s'y attendait. Elle ne savait pas ce qu'il allait faire. Elle ne savait pas s'il allait tenir parole, ni même s'il était prêt à changer. Mais elle savait qu'elle avait dit ce qu'elle devait dire, sans peur, sans colère. Juste avec la force de quelqu'un qui ne veut plus vivre à moitié. Dès le lendemain matin, un changement subtil mais perceptible parcourut les couloirs du siège. Ce n'était pas un bouleversement visible à l'œil nu, mais une tension modifiée, comme si les lignes de force habituelles avaient été déplacées. Claire ne revint pas immédiatement sur le domaine, respectant sa décision de ne pas forcer sa place. Mais elle avait laissé une empreinte, et ce qu'elle avait exprimé lors de sa confrontation avec Émile avait commencé à produire des effets. L'un d'eux ne tarda pas à se matérialiser, la réaction de Mélanie Lefebvre. Ce fut Émile lui-même qui reçut la visite inattendue de son assistante ce jour-là, alors qu'il venait à peine de prendre place dans son bureau. Mélanie frappa à la porte sans attendre de réponse, entra avec assurance et déposa un dossier fermé devant lui. Il leva les yeux, surpris, remarquant immédiatement que quelque chose dans son attitude avait changé. Elle n'était ni tendue ni autoritaire. Elle était calme, droite, résolue. « Tu as un instant ?» demanda-t-elle. « Oui, bien sûr », répondit Émile, refermant le dossier qu'il consultait. Mélanie prit une grande inspiration. Elle resta debout, sans chercher à s'asseoir. « Je suis venue te parler de Claire, et aussi de ce que je représente ici depuis toutes ces années. » Émile fronça légèrement les sourcils, mais garda le silence. Il connaissait trop bien Mélanie pour interrompre une entrée en matière aussi directe. « Je ne vais pas tourner autour du pot, je l'ai fait écarter. »
Et je l'assume. Pas parce qu'elle était incompétente, pas parce qu'elle avait enfreint des règles, mais parce qu'elle te perturbait, parce qu'elle représentait quelque chose que tu ne m'as jamais accordé. Émile ne dit rien, mais son visage se referma légèrement. Je travaille avec toi depuis plus de 10 ans. J'ai tout donné pour ce poste. J'ai été loyal, efficace, disponible. J'ai organisé ta vie pour qu'elle fonctionne malgré ton chaos intérieur. Et je ne te demande pas de la gratitude. Ce que je te dis, c'est que pendant tout ce temps, j'ai espéré qu'un jour tu verrais en moi autre chose qu'un bras droit. Le silence dans la pièce s'épaissit. Mélanie baissa un instant les yeux, reprit sa respiration, puis poursuivit. Je n'ai jamais eu ce que Claire a eu de toi en quelques jours. Un regard, un véritable intérêt. Et j'ai eu honte de la jalousie que j'ai ressentie. Mais au lieu de l'affronter, je l'ai transformée en stratégie. J'ai utilisé les règles, les protocoles, les procédures, tout ce système que je maîtrise parfaitement, pour la faire partir, pour t'éloigner d'elle, parce que je ne supportais pas de voir quelqu'un occuper la place que j'avais attendue en vain. Émile la regardait maintenant sans défense, sans colère, mais avec une forme de lucidité douloureuse. « Mélanie, non, laisse-moi finir. Ce que j'ai fait est inexcusable, je le sais. Je l'ai fait par orgueil. Mais je ne peux plus continuer à travailler ici comme si de rien n'était. Alors voilà, je te rends mon poste. » Elle tendit un document formel, sa lettre de démission. Émile la prit entre ses mains, la lut rapidement. Elle était rédigée avec la même précision que tout ce qu'elle avait toujours fait. Claire, sans être nommée, y apparaissait entre les lignes, dans chaque phrase, dans chaque allusion. « Tu es sûr ?» demanda-t-il enfin. « Oui, parce que rester signifierait trahir une vérité que j'ai enfin acceptée. Tu ne m'aimeras jamais. Et maintenant que je le sais, je peux partir sans haine, sans honte, juste avec ce qui me reste, la liberté. » Elle se retourna, fit quelques pas vers la porte, puis s'arrêta. « J'espère que tu sauras construire quelque chose avec elle, pas parce que je t'en veux, mais parce qu'elle est la première à t'avoir vraiment touché. Et tu as besoin de ça, même si tu mets encore du temps à le comprendre. » Elle sortit, laissant derrière elle une pièce silencieuse et un homme seul face à une perte qu'il n'avait pas anticipée. Émile resta assis longtemps, relisant les mots de cette lettre, repassant les phrases de Mélanie dans sa tête. Il savait qu'elle avait dit vrai. Il savait aussi qu'elle n'était pas mauvaise, seulement blessée, trop longtemps restée dans l'ombre, dans l'attente silencieuse de quelque chose qui ne viendrait jamais. Dans l'après-midi, la nouvelle de sa démission circula dans les couloirs. Certains furent choqués, d'autres intrigués. Mélanie avait toujours semblé indéboulonnable. Mais ceux qui avaient observé attentivement ces dernières semaines comprirent que quelque chose de profond avait basculé. Claire, de son côté, reçut l'information par un message indirect de Louis. Il lui écrivit simplement « Mélanie est partie, elle a quitté l'entreprise ce matin, elle t'a mentionné, pas de la façon que tu crois. » Claire lut ces mots sans satisfaction, sans triomphe. Ce départ ne la réjouissait pas. Il révélait juste à quel point les tensions invisibles avaient été lourdes à porter. Elle ne ressentait ni revanche, ni soulagement. Juste un étrange mélange de reconnaissance et de fatigue. Le soir venu, Émile sortit du siège après les heures de bureau. Il ne retourna pas directement chez lui. Il marcha longtemps dans les rues, sans direction précise. Il pensa à Mélanie, à tout ce qu'elle avait donné, à tout ce qu'il n'avait jamais pu lui offrir. Il pensa à Claire, à sa voix ferme, à sa franchise, à sa force tranquille. Et il comprit que pour avancer, il allait devoir faire des choix plus clairs, des choix qu'il avait toujours différés. Il rentra tard, s'assit seul dans son salon, éteignit son téléphone et resta là à fixer le vide devant lui. Ce n'était pas une soirée de regret, c'était une soirée de conscience. Une nuit où tout s'écrivait autrement, où les équilibres anciens tombaient et où il lui appartenait désormais d'en construire de nouveaux, ou de rester figé. Mais cette fois, il savait que l'immobilité avait un prix, et qu'il ne voulait plus le payer. Une semaine s'écoula après le départ de Mélanie. Le domaine retrouva peu à peu un rythme plus fluide, délesté d'une tension que peu osaient nommer, mais que tous semblaient ressentir. Les employés ne parlaient pas ouvertement de ce changement, mais dans les gestes, dans les attitudes, quelque chose avait évolué. Les directives venaient désormais directement d'Émile ou de son nouveau coordinateur temporaire. Moins d'intermédiaires, plus de clarté. Une nouvelle forme d'organisation se dessinait, plus simple, moins verrouillée. Claire, de son côté, continuait de garder ses distances.
Elle n'était pas retournée au domaine, mais elle restait en contact avec Louis, qui lui faisait part, de façon informelle, des évolutions. Elle passait son temps entre le potager familial, quelques commandes de particuliers qu'elle avait acceptées pour s'occuper l'esprit, et la préparation d'un petit projet personnel qu'elle nourrissait depuis longtemps. Créer un atelier de formation pour les enfants sur la relation aux plantes. Rien de grand, rien d'ambitieux, juste un espace de transmission, de partage, une idée encore floue, mais qui la faisait se sentir utile malgré tout. Ce fut un mardi après-midi, alors qu'elle revenait d'un rendez-vous avec une pépinière locale, qu'elle trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Cette fois, pas de lettre manuscrite, mais une convocation officielle. Émile l'invitait à une réunion à la direction de l'entreprise pour discuter d'une proposition concrète. Elle hésita. Elle l'a relut plusieurs fois. Il n'y avait aucune pression dans le ton du courrier. C'était une ouverture. Elle décida d'y aller sans anticiper ce qui l'attendait. Lorsqu'elle arriva, elle fut accueillie non pas par un assistant ou un membre du personnel, mais par Émile lui-même qui l'attendait à l'entrée. Il portait une chemise simple, sans cravate, et avait l'air plus détendu que jamais. Il la salua avec une sincérité qui ne cherchait pas à séduire, juste à reconnaître. Il la guida jusqu'à une salle de réunion où les plans du jardin du toit étaient étalés, accompagnés de documents administratifs. « Je vais être direct », dit-il, après qu'ils se furent assis. « Je veux que tu reviennes, pas comme intérimaire, pas comme aide jardinière. Je veux que tu prennes en charge l'ensemble du projet de développement durable du domaine. Espace vert, agriculture urbaine, pédagogie environnementale. Ce que tu avais commencé ici mérite d'exister à plus grande échelle. Et je ne vois personne d'autre pour le faire. » Claire resta silencieuse un moment. Elle feuilleta les documents. Le poste proposé était réel, structuré, avec des moyens, une équipe, un budget. Il ne s'agissait pas d'un geste symbolique, ni d'un rattrapage superficiel. C'était une vraie mission, avec une vision. Elle releva les yeux vers lui. « Je ne reviendrai pas sans condition, » dit-elle. Émile acquiesça aussitôt. « Je t'écoute. Je veux une indépendance de gestion. Mon équipe, mes choix de fournisseurs, je ne veux pas dépendre des logiques internes de l'entreprise. Accordé, je veux un cadre clair, pas de promesses personnelles qui viennent brouiller le professionnel. Si je reviens, c'est pour ce projet, pas pour être utilisé comme un symbole de changement. C'est noté. » Elle le fixa un instant, puis posa le dossier. « Et je veux être libre de partir si, un jour, cela devient trop, sans justification. Tu seras toujours libre. Je ne retiens pas les gens, surtout pas ceux qui choisissent d'être là. » Elle prit une longue inspiration. Elle ressentait en lui une honnêteté nouvelle, pas l'assurance d'un homme qui veut tout contrôler, mais la transparence de quelqu'un qui accepte enfin de ne pas tout maîtriser. Elle se leva, lui tendit la main. « Alors d'accord, je reviens. » Il la serra avec une fermeté calme. « Bienvenue. » Les jours suivants furent consacrés à la mise en place de la nouvelle cellule verte de l'entreprise. Claire recruta 2 anciens collègues de son père, quelques jeunes passionnés, et établit un premier plan d'action. Le jardin du toit devint le point central du projet, mais rapidement, d'autres zones du domaine furent intégrées. Les façades végétales, les cours intérieures, un petit potager expérimental sur la terrasse des cantines. L'équipe travaillait avec sérieux, mais aussi avec plaisir. Le retour de Claire apportait une énergie différente, moins bureaucratique, plus organique. Émile, fidèle à sa parole, n'intervint pas dans les décisions. Il se tenait informé, passait parfois pour observer, poser une question, proposer un contact. Mais il ne s'imposait jamais. Leur relation devint fluide, respectueuse, dépourvue de sous-entendus. Ils travaillaient ensemble sans devoir effacer ce qui s'était passé. Chaque geste professionnel portait la marque d'une maturité nouvelle, forgée dans les erreurs, les silences et les choix assumés. Un après-midi, alors qu'elle supervisait la plantation d'une série d'arbustes fruitiers dans une cour centrale, Émile vint s'asseoir à distance. Il la regarda coordonner les mouvements, échanger avec les membres de son équipe, faire une démonstration de taille. Puis, quand elle s'accorda une pause, il s'approcha. « Tu te sens à ta place ?» Elle le regarda, essuya ses mains terreuses sur son pantalon. Pour la première fois, oui. Il sourit. « Je suis content. » Elle le fixa un instant, puis reprit son travail sans rien ajouter. Il resta encore quelques minutes, puis repartit. Il n'y avait plus d'urgence, plus d'attente fébrile, seulement une réalité en train de s'installer. Un rythme naturel, fait d'actions concrètes,
de respect mutuel, de projets communs. Ils n'étaient pas encore devenus autre chose que des collaborateurs, mais il y avait dans chacun de leurs échanges cette possibilité suspendue, celle d'un avenir partagé, non imposé, mais construit, pas à pas. Et pour l'instant, c'était suffisant. 3 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Claire au sein de l'entreprise. L'hiver, plus doux que prévu cette année-là, n'avait pas freiné l'avancement du projet. Au contraire, il avait permis à l'équipe de finaliser les installations et de préparer avec soin la grande transition végétale prévue pour le printemps. Les murs, les sols et les toits, autrefois rigides, avaient commencé à changer d'allure. Des touches de verre apparaissaient ici et là, des jeunes pousses tentèrent leur percée entre les structures, et les couleurs se multipliaient lentement, sans précipitation. L'entreprise, longtemps réputée pour sa froide efficacité, respirait désormais différemment. Moins rigide, moins impersonnelle. Comme si quelque chose d'essentiel, que personne ne savait nommer précisément, avait été réintroduit au cœur même de sa structure. Le jardin vertical du toit, point de départ de ce renouveau, avait atteint sa forme presque définitive. Les rangées de plantes grimpantes suivaient les supports en acier brossé. Les bacs suspendus accueillaient des variétés rustiques, choisies avec soin, et les coins de repos permettaient aux employés de s'y rendre pendant leur pause. Les insectes pollinisateurs, attirés par la diversité florale, avaient commencé à réapparaître, et quelques oiseaux venaient régulièrement s'y poser. Claire avait veillé à chaque détail, non pas pour la reconnaissance, mais parce que ce lieu portait en lui l'empreinte de ce qu'elle avait traversé. C'était un espace de travail, certes, mais aussi de réparation. Un vendredi de début avril, Jacques monta pour la première fois sur le toit depuis sa convalescence. Il marchait encore lentement, une canne à la main, mais son regard était vif. Claire l'avait invité à venir découvrir le résultat final, et il avait accepté avec une joie discrète. Quand il arriva, Émile l'attendait à l'entrée de la terrasse. Il le salua avec respect, sans cérémonie, et l'accompagna jusqu'au premier point de vue. « C'est ici que tout a commencé », dit Claire en désignant un massif de thym et de romarin qui avait pris une forme parfaite autour d'une structure de bois recyclé. Jacques observa longuement les lieux. Il s'avança jusqu'à une rangée de plantes grimpantes, en toucha une du bout des doigts, puis se tourna vers sa fille. « Tu as fait quelque chose de beau et de vrai. »« J'ai seulement continué ce que tu m'as appris, » répondit-elle. « Non, tu l'as transformé. Tu l'as porté plus loin. Moi, j'ai toujours travaillé la terre pour la maintenir en ordre. Toi, tu l'as utilisée pour construire des ponts. » Claire sentit sa gorge se nouer, mais elle resta droite. Elle savait ce que ces mots signifiaient, ce qu'ils validaient. Jacques continua à marcher doucement, et Émile resta en retrait, respectant cette intimité entre père et fille. Plus tard, alors que Jacques s'était assis à l'ombre d'un petit érable nain, Claire et Émile s'éloignèrent pour faire le tour des dernières installations. « Il est fier de toi, » dit Émile, « et moi de lui. » Ils marchèrent côte à côte. Il n'y avait plus de tension entre eux, plus de sous-entendus ni de peur mal dissimulée. Leurs gestes, leurs mots étaient simples. Et dans cette simplicité, il y avait une justesse que Claire n'avait jamais connue auparavant. « J'ai appris à déléguer, à écouter, à faire confiance, » ajouta Émile après un silence. « Et moi, j'ai appris à poser des limites, à ne pas me perdre dans ce que les autres attendent. » Il hocha la tête. « Je ne sais pas où tout cela nous mènera, mais je sais que je veux continuer à construire avec toi, sans t'imposer de rôle, juste marcher à tes côtés. » Claire le regarda un instant. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle n'avait plus besoin de précipiter les choses, ni de les définir dans l'instant. Elle savait que ce qu'ils avaient vécu ensemble, malgré les erreurs, avait posé les fondations d'un lien solide, et que ce lien, s'il devait s'épanouir, le ferait à son propre rythme. « On verra », dit-elle enfin. Et ce « on verra » n'était pas une fuite. C'était une promesse libre, une porte ouverte. En fin de journée, alors que le soleil baissait doucement sur la ville, les employés commencèrent à monter sur le toit pour la petite cérémonie d'inauguration. Rien de grandiloquent, juste un moment partagé autour du jardin, avec quelques mots, des remerciements, un buffet léger. Claire resta discrète. Elle laissa les autres parler, observer, s'émerveiller. Elle savait que sa place n'était pas au centre, mais dans la continuité, dans l'entretien, dans la transmission, dans ce qui vient après le premier élan. Émile prit brièvement la parole. Il parla du projet, de l'équipe, de l'impact sur le bien-être et la vision de l'entreprise. Puis il conclut simplement « Ce jardin n'est pas là pour décorer.
Il est là pour nous rappeler que tout peut être repensé, rééquilibré, régénéré, à condition qu'on y mette du soin. À la fin de la cérémonie, alors que les invités quittaient progressivement la terrasse, Claire s'assit près d'un bac de fraises en fleurs. Elle observa les feuilles, les tiges, les premières promesses de fruits. Jacques vint s'asseoir près d'elle. « Tu crois que ça va durer ?» demanda-t-il en regardant le jardin. « Rien ne dure sans entretien, » répondit-elle, « mais ce qui a été bien planté résiste mieux. » Il sourit. « Et vous deux ?» Claire ne répondit pas tout de suite. Elle regarda Émile au loin, qui discutait avec un jeune employé. Puis elle tourna les yeux vers le ciel, où quelques nuages effilés glissaient sans bruit. « On apprend, » répondit-elle. « On avance, pas à pas. » Et ce fut suffisant. Elle savait que l'amour ne se proclamait pas, qu'il se prouvait dans la continuité, dans la patience, dans la capacité à se relever ensemble. Et ce qu'elle avait avec Émile désormais n'était pas une illusion, ni une fuite, ni une compensation. C'était une relation en germination, un lien basé non sur le besoin mais sur la reconnaissance. Alors qu'elle se levait pour aller arroser une rangée d'herbes aromatiques, elle sentit pour la première fois depuis longtemps que quelque chose en elle s'était apaisé. Ce n'était pas un final heureux à la manière des histoires parfaites. C'était mieux que ça, un début solide, enraciné, libre.